Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier épisode de podcast de l'année 2025. Et je suis très heureuse d'avoir avec moi aujourd'hui Pascal Pi, qui est cofondateur de VVNA. Vous vendez, nous achetons. Donc bonjour Pascal. Bonjour Vanna, bonjour à tous. Merci d'avoir fait le trajet jusqu'à Paris pour venir sur le podcast. Bon, je venais pas que plaisir. Pour ça. Bon, spoiler, c'est pas que pour nous, mais c'est pas grave, on est quand même très heureux de te recevoir. Écoute, aujourd'hui, on va essayer d'en apprendre plus sur toi, sur Vous vendez, nous achetons. Donc, on y va, c'est parti ? Ouais, bah écoute, pas de souci, mais avant, j'ai une petite question à te poser. Dis-moi. Alors, je vais être un petit peu terrible. Oh non. Je suis obligé. J'ai peur. Avec toutes ces personnes que tu rencontres dans l'immobilier, est-ce que toi-même, tu es propriétaire ? Pas du tout. Non. Impossible. Alors, pour ma défense, je suis jeune. Je suis assez jeune. C'est un projet, mais je suis pas encore propriétaire. D'accord. Ouais. Bah, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Merci. Mais je veux bien des conseils, par contre. Alors, Pascal, là, on va faire une première partie. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi. Donc, d'abord, savoir tout ton parcours avant l'immobilier. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as grandi, est-ce que tu as une petite famille à toi Alors, comment te dire, ça risque d'être long, hein, par contre. Allez. Alors, ma vie est une grande improvisation. D'accord. Donc moi je viens de province, j'ai grandi du côté de Besançon, en Franche-Comté. J'ai un parcours très atypique au niveau scolaire, hein, je suis passé par un BEP de maintenance où je suis pas du tout manuel, voilà, mais ça m'a appris des bases techniques, on va dire ça comme ça, un bac scientifique et puis pour finir une fac de droit. Ok. Voilà, donc rien à voir avec l'immobilier. L'immobilier, ok. Quand je dis ma vie est une grande improvisation, en fait j'ai commencé l'immobilier à l'âge de 22 ans. J'en ai aujourd'hui 45, donc tu peux compter que ça fait 23 ans que je fais de l'immobilier, et à vrai dire, je ne sais pas faire autre chose. Okay. Donc voilà, alors comment ça a commencé ? C'est très simple. À l'époque, j'avais une amie qui avait un papa qui était dans l'immobilier, et j'étais en fac de droit, je voulais gagner un petit peu d'argent, comme tous les étudiants, parce que j'avais des projets d'acheter une voiture, de partir en vacances, enfin c'était ça. Et à cette époque-là, on regardait les petites annonces. Les petites annonces, c'était dans le journal. Bon, c'est des petits tips qu'on avait à l'époque. Et effectivement, donc, le papa m'a vu et m'a dit, qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, je cherche du travail pour effectivement mettre un petit peu entre parenthèses mes études et gagner un petit peu d'argent. Il me dit, écoute, moi, je te vois vraiment dans l'immobilier. J'ai dit, écoute, l'immobilier, moi j'y connais rien. Je suis pas issu d'une famille qui est propriétaire à la base, donc j'ai pas du tout de notion. Donc il me dit, écoute, non, mais je pense que tu serais un bon vendeur en immobilier. Il faut te lancer un peu là-dedans. Donc il m'a mis entre les mains d'une amie à l'époque qui faisait en fait de la construction de maisons individuelles, donc qui était dans le neuf. Et cette amie en fait m'a donné plein de conseils. J'ai trouvé ça super bien. Moi, je lui ai posé qu'une question. J'ai en fait, qu'est-ce que tu as comme diplôme et combien tu gagnes ? Elle me dit, j'ai pas de diplôme et je gagne 5 000 € par mois. Ah oui. Donc j'ai dit, top, c'est ça que je veux faire, moi. Donc, c'est génial. Et finalement, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'immobilier, parce qu'à l'époque, c'était difficile. Mais quelqu'un m'a donné ma chance et je suis parti comme ça. J'ai fait 1 an dans la construction de maisons individuelles. J'ai appris l'aspect technique de la construction, et puis au bout d'1 an j'ai arrêté, c'était pas ce qui me plaisait le plus, et je suis parti finalement en agence immobilière. Je passais tous les jours devant une agence et je me suis dit ça doit être cool de travailler là, et en fait ils m'ont pris et finalement j'en suis jamais sorti. Alors je suis pas resté dans cette agence immobilière puisque j'ai fait une dizaine d'années, après j'ai changé, c'est un peu le mercato, hein, comme tout le monde sait que dans les agences immobilières il y a des changements, donc jusqu'à avoir mon agence immobilière. Et puis effectivement donc de fil en aiguille j'ai eu les résultats que je voulais. Et puis arrive un jour où j'ai un banquier avec lequel je travaillais tout le temps, parce que je travaillais qu'avec des marchands de biens. Pour la petite histoire, donc j'ai réussi à créer un réseau de marchands de biens autour de moi en tant qu'agent immobilier. D'accord. Donc ils avaient tous le même banquier, et le banquier m'appelait en fait quasiment tous les jours pour les dossiers des clients acquéreurs, puisque c'est moi qui vendais, donc pour leurs prêts et tout ce qui s'en suit. Puis un jour, j'ai eu cette chance où il m'a tout simplement ouvert la porte en disant, le jour où en fait toi t'as envie de faire du marchand de biens, c'est-à-dire de l'achat-revente, ma foi, je t'ouvre la porte sans même me poser une question. Je dis, écoute, j'ai jamais fait. Elle me dit, oui, mais t'as l'expérience, tu sais faire. Et c'est ce qui nous a conduit, en fait, avec mon épouse, et donc mon beau-frère, en fait, à créer Vous vendez, nous achetons. Alors, c'est pas que la seule histoire, mais ça en fait partie.
Ok. Voilà, je crois que je t'ai donné un peu mon parcours. Oui, c'est très bien. Et petite question, tu parlais du fait qu'à l'époque, c'était peut-être un peu plus compliqué de rentrer dans l'immobilier. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus accessible, ou du moins si on veut se lancer, on a des portes, on va dire, plus ouvertes qu'avant? Alors, c'est plus difficile à l'époque parce que, alors pour être très franc, hein, moi j'ai eu des barrières au niveau de ma couleur de peau, parce qu'effectivement, quand tu t'appelles Pascal-Pi, t'as pas la tête que j'ai, donc ça peut être un peu compliqué, tu vois, sur le fait de la jeunesse. Et je pense qu'aujourd'hui, ça s'est inversé. La tendance s'est complètement inversée. Il y a moins de barrières à ce niveau-là. Je crois qu'on donne un peu plus la chance aux jeunes, en fait, qui veulent démarrer. Et à l'époque, il n'y avait pas de BTS immobilier, il n'y avait pas d'études liées à ça. Aujourd'hui, c'est vraiment très ouvert. Je pense que ce métier était vraiment reconsidéré, en tout cas reporté un peu plus haut. Moi, à cette époque-là, j'avais pas tout ça, donc c'était un peu plus difficile d'y rentrer. Voilà. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a moins de barrières. On est plus à coacher les jeunes et à les aider en fait à grandir dans ce métier. Okay. C'est mon ressenti en tout cas. Alors, on arrive du coup à la création de VVNA. Oui. Avec ton épouse et ton beau-frère. Comment est-ce que vous avez mis en place le projet? Alors, il y a eu ce fameux banquier qui nous a ouvert la porte. En fait, c'est aussi un concours de circonstances. C'est qu'on avait acheté un bien avec mon épouse. D'accord. Et pour le mettre en location. Parce qu'on avait déjà quelques biens et on s'est dit, bah tiens, on continue. Et on s'est dit, bah tiens, à force d'avoir cette idée en tête, je vais mettre une annonce, puis je vais essayer de le revendre. Effectivement, j'ai fait 2 visites, je l'ai revendu et bien plus cher. Donc du coup, je me suis dit, bah, y a peut-être un truc à faire. Donc ça a été un des vecteurs. Mais il n'y a pas que ça. En fait, la vraie raison qui nous a poussé aussi à faire ça, ça c'était une ouverture, c'est que moi j'ai eu une histoire personnelle qui a été compliquée, notamment une histoire avec une ex-vie, une ex-compagne, avec qui j'avais des biens immobiliers, et un bien immobilier qui était problématique à revendre. D'accord. Alors, le bien en lui-même, c'était pas très grave, c'est la situation qui s'est envenimée. J'étais co-solidaire sur un prêt, et en fait, elle m'a amené à la déchéance avec ce prêt, puisque, en l'occurrence, elle payait, faisait des chèques en bois, c'était assez compliqué de son côté, et à un moment donné, elle a aussi arrêté de payer. Donc là, je me suis retrouvé, en fait, à traîner quelque chose qui a été compliqué. Donc, je me suis dit à ce moment-là, si quelqu'un était capable de venir m'acheter ce truc-là, même s'il fallait que je repaye un bout de crédit, j'étais prêt à le laisser partir. C'était vraiment pas me débarrasser du bien en lui-même, me débarrasser de la situation. Oui. Voilà. Et cette situation a été très compliquée, elle m'a envenimé. Pour finir, j'ai réussi à le vendre. Mais en fait, c'est l'idée qu'on a eue, de se dire, des gens comme moi, il doit y en avoir plein en France, en fait, qui sont dans des situations compliquées. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas monter quelque chose qui va permettre à ces personnes d'avoir un tunnel de sortie pour vendre rapidement. Voilà, d'où est né, en fait, vous vendez, nous achetons. Et effectivement, j'ai eu le cumul a fait qu'en plus, avec l'ouverture bancaire, ça nous a permis d'avancer, en fait, sur le sujet. Voilà. Donc, on a créé VVNA en 2015. Ok, en 2015. Donc là, vous allez fêter votre 10e anniversaire. Yes. Super. On espère faire une grosse fête. Il faut, c'est important. Et donc, VVNA, tu nous l'as introduit, mais aujourd'hui, qu'est-ce que VVNA? Est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Est-ce que tu peux nous présenter l'équipe? Alors, vous vendez, nous achetons, déjà, c'est la solution simple et rapide à la vente d'un bien en France. D'accord. Voilà. Faut savoir que, alors ça, c'est pour le vendeur. Les vendeurs, aujourd'hui, sont conditionnés d'une manière très simple. Quand vous avez un bien à vendre en France, dans votre tête, il y a 2 solutions. Soit, en fait, vous voulez vendre de particulier à particulier, vous utilisez les sites d'annonces, soit, effectivement, vous passez par l'intermédiaire. En fait, on va dire une nouvelle solution qu'on est en train de démocratiser, qui se démocratise d'ailleurs de plus en plus. Ça fait 2 ans qu'on entend de plus en plus parler de marchands de biens qui n'existaient pas forcément avant, ou en tout cas avec une connotation pas très très bonne. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, VVNA, c'est aussi la certitude pour un acheteur d'acheter au prix du marché. Pourquoi ? D'accord. Parce que nous, en fait, on n'a pas d'affect avec les biens qu'on vend. On fait du volume. D'accord. Donc fatalement, on n'a pas le choix. Pour vendre, on vend au prix du marché. Et de toute façon, je te dirais que, et on va en parler certainement après, que le marché aujourd'hui de l'immobilier est impitoyable pour les vendeurs. Si tu n'es pas au prix du marché, tu as beau faire ce que tu veux, tu vends pas. Donc voilà, en gros, pour résumer ce que c'est, vous vendez, nous achetons. Après, le concept, il est simple, c'est qu'on fait une visite et on fait une proposition d'achat dans les 48 heures. C'est-à-dire que ça évite
tout un tas de démarches et tout ce qui est compliqué. Et si le vendeur est d'accord avec notre proposition, eh bien, on signe un compromis de vente chez le notaire. Voilà, c'est relativement simple. Ok, donc tu as parlé pour les vendeurs, ça veut dire que vous adressez aussi à d'autres personnes, des professionnels peut-être, est-ce que vous travaillez avec des agences? Alors ça c'est le projet qu'on essaie de mettre en place. Donc on souhaite effectivement s'affilier avec des agences immobilières pour avoir tout simplement des apporteurs d'affaires, puisque aujourd'hui quand j'ai dit que c'était la solution en France, c'est parce que VVNA, Vous Vendez Nous Achetons, travaille sur toute la France, uniquement pas dans notre région. Donc on cherche aussi à avoir des appuis solides, puisque aujourd'hui on n'a pas des agents immobiliers partout sur lesquels on peut s'appuyer. Et on sait clairement que l'agent immobilier détient aussi les solutions pour nous, puisqu'il détient le prix du marché. Et ça, c'est hyper important pour nous de pouvoir, entre guillemets, s'associer ou en tout cas s'affilier à des personnes qui pourraient nous donner les bons éléments. D'accord. En parlant de personnes, du coup, dans votre équipe aujourd'hui, vous êtes combien? Alors, dans notre équipe, on est 7 à travailler. On a un responsable de com, on a Charlotte, qui est la présidente et qui s'occupe beaucoup, qui a un gros travail, notamment administratif, puisque c'est la relation bancaire, c'est la relation avec les notaires, donc c'est la relation la plus importante, entre guillemets. Après, donc il y a moi qui m'occupe des commerciaux, donc on a les chargés d'affaires, qui eux, vont chercher des affaires et prospectent et sont en lien avec les clients. Donc ils sont au nombre de 2, puis après on a une personne qui s'occupe du développement et derrière après des apporteurs d'affaires. Alors en sachant que on est une équipe et ça c'est notre force. On n'est pas un marchand de biens isolé, on est une équipe et c'est ce qui fait qu'on peut travailler sur tout le territoire. Voilà. Et donc du coup vous êtes une entreprise familiale. Oui. Comment est-ce que vous alliez famille et travail, business? On gère ça d'une manière familiale, on est un peu des artisans en fait, et on veut rester, on veut garder cette idée d'artisan, quoi. Voilà, okay. C'est l'idée. Après ça se passe très bien, y a aucun souci, on a des réunions, on fait des choses, mais justement nos collaborateurs sont là, y a pas trop de mouvement chez nous. Voilà. Ouais. Je pense qu'ils y sont bien parce que sinon ils seraient déjà partis, je pense, à mon sens. Voilà. Et donc vous êtes sur Besançon. Quel lien vous avez avec Besançon, avec la ville, avec les locaux finalement? Je pense qu'ils savent qu'on existe. Ouais. On fait du bruit parce que, évidemment, on est présent dans le tissu économique et local. On est partenaire des clubs sportifs, on est partenaire de la ville, on est partenaire de beaucoup d'événements. On en crée aussi, donc on fait des soirées pour faire tout simplement du business et du réseautage. D'accord. Donc on est assez actif sur notre région, en tout cas sur notre coin. D'accord. Au niveau des biens que vous vendez, est-ce que ce sont uniquement des biens résidentiels? Est-ce que vous faites un peu de locaux commerciaux? Alors, on n'en fait pas beaucoup. On en fait un peu des locaux commerciaux pour répondre à la question, mais c'est plutôt axé sur du résidentiel. Okay. Après, on achète toutes sortes de biens. On n'a pas de préférence ou on n'est pas raciste, comme je dis toujours. On peut acheter du studio à la maison, en passant par des immeubles sur tout secteur. Après, nous, comme je dis toujours, on a presque une vocation et on est presque d'intérêt public. D'accord. Parce que j'ai parlé de situation tout à l'heure et l'immobilier, c'est littéralement des situations. D'accord. Donc nous, on ne s'attache pas à acheter des biens, en fait. On achète des situations. Quand je dis ça, c'est simplement des personnes qui, aujourd'hui, comme je l'ai dit aussi, n'ont pas de tunnel de sortie. Alors, quand je dis pas de tunnel de sortie, quand vous devez vendre un bien rapidement parce que vous êtes dans une situation un peu complexe, et j'en parle librement parce que, on va dire que 90% de nos clients, c'est ces personnes-là. C'est des indivisions compliquées parce qu'on s'entend pas. C'est des successions en fait lourdes, c'est-à-dire j'hérite d'une personne ou de mon grand-père et le bien vaut 1 million d'euros. Faut que je sorte des droits de succession qui sont colossaux. Surtout s'il n'y a pas eu de donation avant. Donc ça sous-entend en fait que je dois vendre dans les 6 mois. Oui, donc il y a une pression. Donc il y a un aspect rapidité qui peut être effectivement compliqué. Ça peut être aussi des seniors qui aujourd'hui sont dans une phase où ils doivent partir de leur maison parce qu'ils peuvent plus y être. Donc soit pour payer un EHPAD, soit effectivement tout simplement pour acheter un appartement. Mais quand vous n'avez pas prévu et que vous n'avez pas l'argent, faut vendre avant d'acheter. Et comment on fait avec les seniors dans ces cas-là? On peut pas. Et on n'a pas le droit de mettre en fait une condition suspensive dans un compromis de vente
Tout simplement parce que elle va être potestative parce que vous n'avez pas vendu en fait votre bien. Donc c'est quand même des freins. Et ces personnes-là, elles ont besoin d'une sortie. D'accord. C'est les gens qui malheureusement arrivent à un stade où ils ont des dettes et ils n'arrivent plus à payer. Ouais. Donc avant d'être saisis, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche une solution rapide. Alors c'est pas que les agences immobilières sont pas rapides, mais il y a une latence, il y a une latitude, il peut y avoir une inertie à pouvoir vendre leurs biens. Nous en fait on arrive, on achète tout de suite. Et c'est ça la différence. Et on a évidemment une garantie de financement. Et également, en fait, on ne peut pas se rétracter puisqu'on est des professionnels de l'immobilier. Donc, on achète en l'état. Okay. Donc ça, c'est hyper important de le remettre en avant. Donc, en fait, nous, c'est un peu ce qu'on recherche comme client. Et on est très fiers de le dire. Ce n'est pas un problème pour moi de l'annoncer. Et j'aimerais qu'on soit justement, que VVNA soit la solution sociétale immobilière. Voilà. Qu'à un moment donné, c'est aussi pour cette raison-là qu'on a créé cette société, c'est aussi pour aider des personnes. Voilà. Et donc, oui, malheureusement, ces personnes-là n'ont pas forcément de tunnel sortie. Donc, il faut effectivement essayer de créer ça. Voilà. Ok. Alors, tout à l'heure, tu parlais des prix du marché, donc au moment où la vente se passe sur VVNA. Quelques petites recherches, j'ai vu que vous faisiez des enchères dégressives. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont des enchères dégressives et comment est-ce que ça se passe sur VVNA ? T'as bien travaillé, dis donc. Eh oui. Tu fais des recherches. Alors, les enchères dégressives, en fait, c'est très simple, en fait. Alors, déjà d'une, c'est pas nous qui l'avons créé. Hein. Je préfère être très clair. C'est une plateforme de vente aux enchères en ligne, évidemment qu'on a rencontré et qui met en place deux choses, soit la progressive qu'on connaît tous, hein, en gros vous avez un bien, il y a une proposition et on grimpe. Nous on a fait l'inverse, on s'est dit en fait, alors c'était aussi une période où le marché était fermé, où il se passait plus rien, et on s'est dit faut qu'on cherche aussi des solutions pour essayer de trouver l'acquéreur et surtout à quel prix il pouvait acheter. Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on n'a pas d'affect. Donc, on a des biens à vendre, on a un volume de biens à faire. Donc, l'idée, c'était de mettre en place, justement, nos biens, faire une sélection de biens qui étaient intéressants, pas de biens qu'on n'arrive pas à vendre, on a mis des biens à vendre qui n'étaient même pas sortis sur le marché. Voilà. Ah oui, intéressant. Donc en exclusivité, qui n'étaient pas sortis sur le marché. Et effectivement, donc, on les mettait donc dans ce système de vente aux enchères, où à l'inverse de la progressive, c'est de l'enchère dégressive. C'est-à-dire qu'il y a un prix, et toutes les 30 secondes, il y a un palier de 500 ou 2000 euros qui s'enlève. Voilà. Okay. Et jusqu'à ce qu'on trouve un acheteur qui clique, voilà, et celui premier qui a cliqué a gagné. Et il y a un délai imparti pour que ça s'arrête ? Non, alors il y a soit un prix de réserve, soit pas. Et effectivement, quand il y a un prix de réserve, ça s'arrête au prix de réserve s'il n'y a pas eu d'enchérisseur. Okay. Mais ça nous permettait à nous de jauger en fait le marché. Oui, c'est ça. De se dire, tiens, le client, en fait, son pouvoir d'achat, finalement, si tu l'as, oui, puisque effectivement les taux d'intérêt ont augmenté, ont mangé entre guillemets du budget à ses clients. Et donc, il fallait trouver une solution pour essayer de voir en fait où on se situait par rapport à un prix de marché. Ok. Et quels sont pour toi les 2 ou 3 réels avantages de ce système d'enchères dégressives pour les vendeurs et même pour les professionnels de l'immobilier ? Pour les professionnels de l'immobilier, en fait, c'est tout simplement, puis même pour les vendeurs, en fait, nous, ce qu'on a pu constater, c'est que premièrement, on a des clients acquéreurs qui sont solvables. Parce que, évidemment, on a l'argent, ou en tout cas, on est sûr d'avoir le prêt pour aller faire une enchère. De 2, on a des clients qui sont évidemment prêts. Vendre. Qui sont prêts à acheter, surtout. Donc voilà, ça c'est important, parce que demain, quand vous faites des visites, vous savez, tu sais qu'il y a des phases. Le client, il n'est pas prêt dès qu'il a réfléchi. Il y a toute une phase de visite, etc., pour se dire, ça y est, maintenant, je suis vraiment prêt à acheter. Donc là, on a des clients prêts. Ouais. Et puis après, on regroupe les visites. Donc en fait, on perd pas de temps à faire des visites tous les jours ou sur un certain laps de temps. Donc ça, je trouve que tout ça, c'est important. Nous, c'est ce qu'on en a retiré de tout ça. Et donc, évidemment, à la fin, tu as une offre. Ok. Donc, quoi de mieux pour un vendeur ou quoi de mieux pour un agent immobilier ? C'est l'idée. Voilà. Par contre, le conseil que moi je donne, ce qu'on peut constater en tout cas sur ces sites de mise aux enchères, c'est que très souvent l'agent immobilier, il prend ça comme une dernière solution. Oui. C'est la mauvaise solution. Parce que quand tu as cramé ton produit, il est cramé.
Or, si peut-être tu le mets dès le départ, c'est peut-être là en fait où tu gagneras. Ça valorise mieux. Évidemment, tu feras les choses dans le bon sens. Voilà. Au niveau des biens que vous choisissez, sur quels critères principaux vous vous basez pour les choisir? Ça va être en fonction en fait du produit. En général, on essaie de rester dans des budgets qui sont cohérents. On essaie de rester aussi sur des biens qui intéressent beaucoup plus de monde qu'un bien isolé, quoi. Alors ça peut être plein de choses, hein. On a eu le cas sur un très bel appartement avec un bout de jardin bien placé, etc. Comme on a vendu des biens pas très chers mais avec beaucoup de travaux. Voilà. Mais c'est ce qui va être recherché en fonction de ça. Alors pour parler un peu de la promotion de vos biens, j'ai vu que vous faisiez des vidéos sympas sur YouTube. Oui. J'en ai regardé quelques-unes, c'est très bien fait. C'est un peu une certaine prospection que vous faites, une façon de faire la promotion de vos biens. Vous êtes assez, comment dire ça, dynamique sur les réseaux. Oui, digitalisé, on va dire, digital friendly. On essaie de rester, alors même si on est des artisans, comme je l'ai dit, on essaie de rester à la pointe. Enfin, il faut essayer de faire les choses. Alors après, c'est aussi mon expérience en tant qu'agent immobilier. Moi, en 2017, j'ai développé les petites vidéos où on me disait, mais t'es cinglé. Mes concurrents me disaient, mais pourquoi tu fais ça? Tu t'es pris pour Stéphane Plaza. Mais je faisais déjà de l'animation, de la présentation de biens en vidéo. C'était peut-être un peu précurseur. Ça m'a valu quand même d'être chroniqueur dans une émission de télé. Donc j'ai fait un peu de radio. Enfin voilà, donc c'est quelque chose aussi où les réseaux, on a été dessus assez tôt. Et on veut essayer de garder un petit peu cette avance. Donc en ayant fait ces petites vidéos, on essaie toujours d'être créatif pour garder finalement un public. Et si on fait comme tout le monde, c'est compliqué. Donc voilà, donc on a essayé de faire quelque chose d'un peu différent, et on a encore d'autres projets qui arrivent, qui vont être encore un peu différents, en alliant finalement, en mettant en scène des gens qui ne sont pas du tout de l'immobilier, et justement ça permet de tester sur ces petites vidéos, de tester comment fonctionne aussi le particulier, donc voilà, les connaissances qu'il peut avoir, et puis de lui donner quelque part de l'info. Et pour la petite anecdote, j'ai vu plein de gens suite à ça qui m'ont dit on te suit parce que moi j'ai acheté, j'ai eu tes conseils et du coup ça m'a permis d'acheter. Et ça c'est génial parce que c'est le but aussi de ces vidéos, et on donne gratuitement cette histoire-là pour que justement les gens puissent avoir des bons conseils. Voilà, tout simplement. Et après ça nous permet aussi d'avoir une crédibilité dans ce qu'on fait, quoi. Voilà. Et donc, est-ce que tu exerces toujours à côté le métier de marchand de biens, je veux dire, peut-être de façon plus personnelle ou... Non, en fait, l'idée, c'est qu'à un moment donné, de 2015, on va dire, jusqu'en 2023, 2023, ça s'est arrêté en 2023, j'avais l'agence immobilière et la société de marchand de biens. Donc, je gérais les deux. J'avais une équipe aussi en agence immobilière. Et puis, il a fallu faire des choix, et tout simplement, j'ai pris un virage, parce qu'au bout de 20 ans de bons et loyaux services, il était temps pour moi de me dire tiens, je pars sur une nouvelle aventure. Et donc j'ai décidé de partir sur le développement de mon activité de marchand de biens à 100%, à 200% je dirais maintenant, avec vous vendez, nous achetons. Donc effectivement, pour répondre à ta question, je fais pas ça à côté, c'est vraiment ça tous les jours. Voilà. Je vois. On parlait un peu du marché tout à l'heure. Oui. Alors comment est-ce que toi tu perçois le marché en ce moment, et peut-être aussi pour les mois à venir, comment est-ce que tu sens cette année 2025? Écoute, moi je la sens plutôt bien cette année 2025, en tout cas dans l'ancien. Je vais parler dans un premier temps de l'ancien, parce que c'est important de faire le distinguo avec le neuf. Alors dans l'ancien, je dirais que les 3 vecteurs sont réunis. Moi j'ai 3 vecteurs. Le premier, c'est on a des acquéreurs motivés. Ils ont enfin compris que c'était la bonne période pour acheter. Ouais. Alors, on y reviendra si tu veux après sur ça. Le deuxième vecteur, c'est que les banquiers sont aujourd'hui un peu détendus. Voilà, sur les conditions d'octroi de prêt et puis sur les taux, on entend que ça descend, on voit que ça descend. En tout cas, on sent qu'il y a un relent, les acheteurs sont là, sont présents. Alors, on a moins de masse qu'il y a quelques années, quelques mois en arrière, mais en tout cas, ils sont présents. Et puis, le troisième vecteur, c'est que les vendeurs ont enfin compris qu'il fallait baisser les prix. Voilà. Donc, quand on secoue le sac là, avec tout ça, on s'aperçoit que le marché, finalement, il est là, ça fonctionne, en tout cas, on fait des ventes. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Après, on a pour moi un marché du neuf qui est
beaucoup plus complexe, beaucoup plus, là, aujourd'hui, interrompu. Je dirais que tant que l'un des acteurs principaux du marché de l'immobilier ne bouge pas, parce que pour moi, il n'y en a que deux, c'est l'État, d'un côté, et puis c'est le système bancaire. Ouais. Et si l'État détend le système bancaire, eh ben on avance. Voilà. Et là, aujourd'hui, on a un gouvernement qui est quand même très fragile. Enfin, c'est assez compliqué au niveau, je dirais, politique en ce moment. Donc, ça rassure pas non plus, je dirais, les acteurs, le deuxième acteur, en tout cas, du marché de l'immobilier, et ça rassure pas les acquéreurs. Mais là, en fait, si l'État ne met pas en place des choses importantes, notamment... Là, j'ai entendu parler de prêt à taux zéro, qui va augmenter. J'entends pas trop parler de carotte fiscale, mais malheureusement, la défiscalisation va être un point important pour moi, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ma foi, le marché de l'immobilier dans le neuf peut repartir. Après, il y a aussi tout ce qui est écologique, qui prend beaucoup de place, mais qui coûte aussi très cher, entre guillemets, pour un permis de construire, en tout cas pour les nouvelles constructions. Il y a l'augmentation du coût des matériaux. Et tout ça fait qu'à un moment donné, il va falloir trouver des solutions parce que il y a énormément de constructeurs de maisons individuelles qui sont en train de fermer, entre guillemets, qui mettent la clé sous la porte. Beaucoup de promoteurs qui sont coincés avec leur programme. Et il faut s'imaginer qu'avec les taux d'intérêt qui ont augmenté pour ces promoteurs qui ont des projets en cours, c'est des millions d'euros tous les jours qu'ils perdent. Donc c'est hyper compliqué. Et je pense que là, il faut vraiment que ça bouge. Enfin, très rapidement pour le neuf. Ouais. Mais globalement, en fait, ce que je dirais, c'est que, en tout cas pour l'ancien, parce que nous on travaille dans l'ancien, on a un peu de terrain où j'avoue qu'on est un peu coincé, parce que dès que les clients voient les constructeurs, ils se sauvent. Donc, mais du coup, c'est ce qui permet à l'ancien de bien vivre, parce que finalement, tous les gens qui ont des projets neufs partent sur de l'ancien, parce qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter du neuf. Mais je dirais que globalement, faut rester très positif. En fait, on est en train de retrouver un logiciel normal. Les gens sont dans leur esprit, en tout cas même dans l'esprit de certains professionnels, oui, il faut pas se mettre dans la négativité. Ce qu'on a vécu, c'était exceptionnel. Oui, en 2023. Aujourd'hui, on est quelque part juste dans quelque chose de normal. Voilà. On sait aussi que, oui, l'immobilier, ça a des hauts, des bas. Et il faut arrêter d'imaginer que dès qu'on a acheté un bien, 6 mois après, il a pris plus 10%. Non, mais on en rigole. Mais l'idée, c'est ça. C'est de se dire que, oui, on est juste dans quelque chose de normal. Donc, il faut clairement, pour les agents immobiliers, en tout cas pour les professionnels de l'immobilier, travailler plus pour gagner la même chose. Voilà. Oui. Et je finirais que si on a compris ça et qu'on s'adapte, alors évidemment, celui qui a commencé l'immobilier il y a 3 ans, ça va être très compliqué. C'est aussi pour ça qu'on a énormément d'agences qui disparaissent aussi. On a énormément, ça fait un tri et c'est normal. Parce que il y a des gens qui se sont construits dans une bulle, la bulle elle explose, c'est fini. Parce qu'ils n'ont pas non plus les bases pour, entre guillemets, s'adapter et pour faire les choses dans le bon sens. Donc, c'est tout à fait normal. Restons en fait positifs, gardons le cap, et juste il faut travailler, quoi. Voilà, et pas se poser de questions. Voilà, c'est ma petite réponse. Ok. Alors tu parlais tout à l'heure des acquéreurs et du moment d'acheter. Du coup, ma question c'est pour toi, Pascal, est-ce que c'est le bon moment d'acheter et si oui, pourquoi ? Évidemment que c'est le bon moment d'acheter. C'était pas le bon moment d'acheter il y a 3 ans. Alors pourquoi ? À ton avis, pourquoi, tiens ? Parce que les taux commencent à redescendre. Ouais. Et que avant que ça remonte, faut y aller. Tu vois, on a à un moment donné un marché. Le marché, en fait, c'est l'offre et la demande. D'accord ? Le marché d'il y a 3 ans, on avait beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc fatalement, tu as un prix de ton bien qui augmente. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet de rareté. Donc tu es dans un marché haussier. D'accord ? Donc quand tu arrives à ce moment-là, donc c'est un équilibre, les prix augmentent, les taux sont bas. Seulement, quand les taux sont bas, tu as un budget extraordinaire. Oui, forcément. Pour le même revenu, tu vas avoir un budget qui sera exponentiel. Donc, tu te lâches. Et puis les banques c'est évident. Aussi, donc ton prix, la maison, elle est à 500 000 €. Je vais te donner un exemple. Tu as les moyens parce que le taux te le permet. On est d'accord ? Maintenant, prenons la même maison qui vaut peut-être que 350 000, mais comme les taux sont bas et qu'en fait, il y a beaucoup de clients, fatalement, le prix augmente puisque c'est un effet de rareté. Mais si sa base est à 350 000, d'accord ?
Aujourd'hui, imaginons, tu as le même cas de figure, ta maison, tu achètes 350 000, mais tu as un taux plus haut. Mais c'est aussi ce que tu peux acheter parce que c'est ton enveloppe. Oui, c'est ça. D'accord ? Pourquoi c'est le meilleur moment d'acheter ? Parce que ton taux qui t'a permis d'acheter à 500 000 euros, mais si demain tu dois revendre ta maison, est-ce que aujourd'hui tu la revendrais 500 000 euros ? Non. Non, mais ton prix il est fixe. Par contre, maintenant, ta maison qui est à 350 000 euros, avec ton taux d'intérêt finalement qui est un peu plus élevé, d'accord ? Si cette maison, tu dois la revendre à l'heure actuelle, tu feras peut-être une plus-value. Une plus-value, ouais. D'accord ? Et ton taux, tu vas pouvoir éventuellement peut-être le renégocier s'il redescend. Tu vois ? Donc ton taux, il est variable et ton prix, il est fixe. Donc tu as meilleur temps d'acheter à 350 000 avec 4% d'intérêt plutôt qu'acheter à 500 000 avec 1%. Parce que tu compenseras jamais ton prix. Ouais, c'est clair. Donc, c'est le moment d'acheter. Exactement. Alors, donc une dernière question avant de terminer le podcast. Comme on est encore au début de l'année, je peux te la poser, je pense. Mais quelles sont les résolutions pour VVNA cette année et pour du coup finir l'année 2025 en beauté ? Écoute, la vraie résolution, c'est d'aider un maximum de monde, comme je te l'ai dit, donc sur des situations un peu compliquées. Et puis, si on peut le faire aussi à travers plein de partenaires, parce que c'est aussi notre objectif de se développer. Donc, chers amis agents immobiliers, si éventuellement vous avez des biens à vendre avec des gens qui ont des situations un petit peu compliquées ou ils veulent vendre rapidement, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, vous pouvez nous trouver soit sur les réseaux sociaux, soit sur Google. Enfin voilà, vous vendez, nous achetons. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, c'est l'idée des résolutions. Ok, super. On va passer au petit jeu. Pour conclure, donc tu es le premier de l'année 2025 sur Télescope à y passer. C'est simple, c'est un jeu tu préfères avec des situations. J'adore. Je sens que je vais adorer. Alors, donc tu as le droit d'hésiter, de ne pas pouvoir choisir et aussi de développer les réponses si tu le souhaites. Ah, d'accord. Et si je ne souhaite pas, je ne développe pas. Exactement, tu as le droit de ne pas te justifier en fait. Oh. Okay. Alors, est-ce que tu préfères travailler principalement avec des agences immobilières indépendantes ou négocier directement avec des propriétaires ? Alors, je vais pas te dire plutôt l'un ou plutôt l'autre. En fait, on travaille avec tout le monde. Okay. Voilà. C'est pas du tout les mêmes relations. Donc, au contraire, on n'est pas plus particulier ou plus professionnel. Voilà, on va travailler avec les personnes qui veulent bien travailler avec nous. Donc, okay. Voilà, j'ai une réponse un peu politique, mais là, c'est la vérité. Je vais pas axer en fait mon discours sur l'un ou l'autre. Ok, très bien. Donc, on reste. Est-ce que tu préfères investir dans des biens à rénover pour maximiser leur valeur ou acheter des biens déjà prêts à leur revente ? Alors j'achète les deux, mais je fais pas de travaux. Ok, non, pas de travaux. Donc voilà, en fait tu vas encore dire que c'est une réponse politique, mais la réalité c'est ça, c'est qu'en plus c'est vrai, on fait le moins de travaux possible parce qu'en fait notre business model est axé sur du volume. Voilà, on marge moins, mais on fait plus de volume. Ok, voilà. Entendu. Troisième question. Tu préfères te concentrer sur les petites villes à fort potentiel de croissance ou sur les grandes métropoles établies ? Je fais les deux, mais alors je te dirais que c'est plus simple dans les petites villes. Pourquoi ? Parce qu'on est moins nombreux. Sur les grandes villes, les grandes métropoles, il y a beaucoup de monde en fait qui font aussi un peu la même chose que moi. Voilà. Ok, donc on reste plutôt sur petites villes. Je te dirais que c'est plus simple, mais après on fait les deux. Ok. Alors, est-ce que tu préfères diversifier tes acquisitions résidentielles, commerciales ou atypiques ou te spécialiser dans un type de bien précis ? Alors, je vais plutôt rester dans le résidentiel. Ok. Voilà. Enfin, parce que c'est ce que je maîtrise. Après, c'est ma petite zone de confort. Tu sais, des fois je sors, mais des fois je reste dedans quand même. Mais, non, le côté, c'est vrai qu'effectivement, on a un collaborateur associé qui maîtrise un peu plus l'aspect commercial, mais c'est pas ce qu'on fait de plus en fait. Alors, je te dirais que quand on a un immeuble à vendre et qu'on a un pied d'immeuble avec un commerce, c'est pas un problème. Ça nous freine pas. Mais aller sur de l'entrepôt, des choses un petit peu plus industrielles, là c'est moins notre partie. Okay. Voilà. Mais il y a des vrais spécialistes pour ça. Et c'est vrai qu'effectivement il y en a très peu. Oui, il n'y a pas beaucoup. Mais c'est un autre métier. Hein. C'est pas du tout. C'est notre approche, c'est un autre métier complet.
C'est-à-dire qu'en fait, moi, pour en connaître des gens qui font que ça, c'est pas du tout la même chose que. Les délais sont plus longs. Ah oui. Et puis on fait pas des mêmes estimations. Enfin, c'est un autre métier. Ok. Est-ce que tu préfères privilégier des projets à forte rentabilité immédiate ou des projets avec un potentiel à long terme ? Alors, dans le cadre de mes activités d'achat-revente, ça sera plutôt la première réponse. Okay. Mais dans le cadre d'un investissement à titre perso, ça sera plutôt la deuxième. On a une double personnalité. Ah bon, dans l'immobilier, on est dans l'immobilier, on n'y est pas. Donc en fait, c'est vrai qu'on dort immobilier, on mange immobilier, on boit immobilier, enfin on vit immobilier. Donc on a évidemment, on fait de l'achat-revente, mais on a aussi de l'investissement locatif. Et c'est tout ce que je souhaite à tout le monde en fait, parce que c'est exactement sur cet axe qu'il faut travailler. Est-ce que tu préfères participer à des ventes aux enchères pour trouver des opportunités ou utiliser ton réseau pour dénicher des biens off-market ? Donc si tu es de l'autre côté, on va dire. Alors je fais les deux. Ok. Tes questions sont bien, mais je suis désolé, je fais les deux. Ouais. Oui, donc effectivement, on fait des ventes aux enchères, nous, pour revendre nos produits, comme tu l'as évoqué, mais on fait aussi des ventes aux enchères, des ventes aux enchères judiciaires pour acheter des biens. Voilà. Donc effectivement, je fais les deux. Donc et puis je fais du réseautage, notamment. Alors là, c'est plus axé dans ma région puisque c'est plus facile pour moi. J'ai créé une soirée d'événementiel que je fais une fois par an. Après, je revois aussi beaucoup de mon réseau évidemment dans chaque sport dans lequel on est partenaire. Donc on est partenaire du football, du handball sur notre région. Donc on croise énormément de chefs d'entreprise. Et une fois par an, donc c'est en décembre, j'associe réseautage avec humour, puisque je fais venir des humoristes qui nous font un super spectacle. Et effectivement, ça me permet de faire du réseautage et d'aller chercher des produits off-market. C'est très intelligent comme concept. Chut, faut pas le dire. Mais je le développe partout en France. Alors plutôt axé sur l'équipe, est-ce que tu préfères constituer une petite équipe ultra spécialisée ou développer une équipe plus grande et polyvalente ? Alors moi personnellement je préfère la petite équipe parce que encore une fois c'est une entreprise familiale et comme j'ai dit on est un peu des artisans donc on fait les choses pour que ça se passe dans la bonne humeur. En fait nous on a le sourire au bureau, enfin on est content d'y aller. Le but c'est pas d'aller à reculons au travail ni pour nous ni pour nos collaborateurs, donc je préférerais plutôt la petite équipe. Okay. Voilà. Écoute, c'était ma dernière question, Pascal. Merci beaucoup pour ce moment. Ce fut un réel plaisir et puis on vous souhaite toute la réussite pour vous vendre Nous Achetons et à toi à titre personnel aussi. Eh ben merci en tout cas de nous avoir invités, c'était cool. Avec plaisir. Et j'espère qu'on repassera. Avec plaisir et qu'on se reverra très vite. Ça marche, merci beaucoup.